indéniablement, nous avons besoin d'un renouvellement de la classe politique, parce que lorsque vous avez des chefs d'État qui ont fait 2 mandats et qui ne respectent pas la Constitution, parce qu'il y a le respect de la Constitution qui est très important dans tout ça, et qui ne respectent pas la Constitution, qui la modifient pour pouvoir proroger leur mandat alors qu'ils sont âgés et fatigués, je pense que pour le bien du pays, quand on veut le bien du pays, on veut le bien de son peuple, on est obligé il faut se retirer, surtout que l'on sait que ces chefs d'État, en général, ne repartent pas pauvres de la présidence. Donc, ils ont un coussin financier extrêmement important pour pouvoir continuer à vivre le reste de leur vie. Donc oui, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Et pour certains pays comme le mien, et peut-être... Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Moukétou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Moukétou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Voilà, nous allons tenter donc d'aller du côté du docteur Jean-Aimé Moukétou, qui reçoit donc son invité, Madame Marilène Hassen. L'invité du docteur Jean-Aimé Moukétou, nous allons rapidement du côté du Canada. Docteur Jean-Aimé Moukétou, vous êtes en ligne. Bien, bonjour Jacques. Bonjour docteur. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, docteur. Bien. Alors, bonjour, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons sur Afrique 2050 et Radio PDCI, en compagnie de Jacques Roger, qui est en direct depuis les États-Unis, Madame Marie-Reine Hassen, économiste du développement et diplomate, et également présidente du Parti Renaissance Centrafrique. Elle est donc centrafricaine. Vous allez découvrir cette femme politique que nous avons déjà reçue sur nos antennes. Alors, au cours de cette émission, chères auditrices et auditeurs, nous allons, comme vous le savez, diviser cette émission en 3 parties. Premièrement, nous allons présenter notre invitée, Madame Marie-Reine Hassen, et deuxièmement, les points de vue de Madame Hassen sur l'actualité internationale. Et dans un troisième temps, nous reviendrons sur le sujet de cette émission, c'est-à-dire 60 ans d'indépendance, 13 août 1960, 13 août 2020, où a né la République centrafricaine. Voilà donc comment se présente notre émission. Nous allons donc commencer par la présentation de notre invitée, Madame Marie-Reine Hassen, une manière de la connaître donc un peu mieux. D'abord, chères auditrices et auditeurs, retenons tout simplement que Madame Marie-Reine Hassen est née à l'Idaho, dans la préfecture de la Basse-Koto en République centrafricaine. Elle est économiste, comme je vous le disais, et présidente du Parti Renaissance Centrafrique. Vous avez été aussi consultante, Madame Hassen, à la Banque mondiale, à Louis Berger International, à Pragma International et à WW à Washington, D.C. Et je voudrais signaler aussi que vous avez été consultante à la présidence du Sénégal sur le NEPAD, c'est-à-dire le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et sur le naufrage du navire le Diola. Aussi, chères auditrices et auditeurs, je voudrais aussi vous signaler que Madame Hassen, comme je vous le disais, est diplomate, mais précision détail, diplomate polyglotte.
De 2003 à 2006, elle a été ambassadrice de son pays, la République centrafricaine, auprès de la République du Sénégal. Vous maîtrisez parfaitement, Madame Maria Sen, le français et l'anglais. Vous parlez l'italien, le sango, qui est la langue nationale de la République centrafricaine, et le fulfulde, j'espère que je prononce bien, le fulfulde. Fulfulde. Voilà, le fulfulde. Jacques Roger, est-ce que vous connaissez cette langue, le fulfulde? Oui, c'est un peu le fulbe, c'est ça, la langue des Peuls. Voilà, c'est ça. Voilà, la langue des Peuls. Hein. Donc, c'est une seconde langue qui est utilisée en Afrique et langue véhiculaire d'autres ethnies africaines. Alors, Madame Marie-Reine Hassen, au cours de cette édition, vous pourriez vous exprimer dans ces différentes langues, hein, comme vous le voulez. Alors, Madame Marie-Reine Hassen, chères auditrices et auditeurs, retenez également qu'elle est considérée comme défenseur des droits humains, puisqu'elle appuie son projet de société sur l'humain. Elle est également une femme politique engagée, parce que vous êtes depuis le début des années 2000 une femme impliquée dans les débats politiques et la gestion de votre pays, la République centrafricaine. À cet effet, de 2006 à 2009, vous avez occupé plusieurs postes ministériels aux affaires étrangères, à l'économie, au plan et à la coopération, ainsi qu'au développement régional. Et en octobre 2009, suite, d'après les recherches que nous avons faites avec Jacques Roger, suite donc à une tentative d'assassinat sur votre personne en juin donc, de cette année, vous avez décidé de quitter le gouvernement de votre pays et aller s'exiler en France. En 2010, nous signalons aussi que vous étiez candidate à l'élection présidentielle et en 2015, vous vous êtes de nouveau portée candidate à cette élection présidentielle ainsi qu'aux élections législatives dans votre pays. Et en octobre 2019, vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle centrafricaine de 2020. Nous allons revenir sur cette présidentielle de 2020. Alors, je voudrais aussi signaler que vous êtes défenseur de la doctrine ou bien du concept de la souveraineté assumée. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce concept ou bien cette doctrine. Et s'agissant de votre parcours universitaire, nous signalons que vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures d'ESS en économie et commerce international que vous avez obtenu à l'Institut d'études des relations internationales en France, plus précisément à Paris, en France. Vous avez également suivi une formation, Jacques Roger, vous allez m'excuser de la prononciation, je suis francophone, de How to Export. Excusez-moi, j'espère que je me suis bien exprimé. Hein. Donc, vous avez suivi, voilà, vous avez suivi cette formation donc, à l'École européenne des affaires et vous avez préparé également un master en relations internationales à l'Université du Maryland aux États-Unis où se trouve Jacques Roger. Et en ce moment, vous êtes en train de rédiger une œuvre, un ouvrage intitulé « Retour au paradis perdu pour une renaissance de la République centrafricaine ». Alors, Madame Marie-Reine Hassen, nous allons vous poser d'emblée quelques questions. D'abord, comment vous allez? Est-ce que cette présentation vous convient? En vous présentant, j'ai signalé à nos auditrices et auditeurs que vous êtes en train de rédiger un livre intitulé « Retour au paradis perdu pour une renaissance de la République centrafricaine ». Où en êtes-vous avec la rédaction de cet ouvrage? De quoi s'agit-il? Et puis, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez nous confirmer votre candidature à l'élection présidentielle de 2020? Bon, ça fait beaucoup de questions à la fois. On va commencer par la dernière. Oui, je me présente aux prochaines élections et présidentielles et législatives en République centrafricaine. Et en ce qui concerne le livre que je suis en train de finir d'écrire, il s'agit en fait de... c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Je parle de mon enfance, mais de la petite enfance, hein,
jusque l'âge de 10-11 ans, c'est-à-dire de l'école primaire. Et à ce moment-là, la République centrafricaine était un pays absolument, à mes yeux d'enfant hein, aussi, hein, c'est une enfant qui voit ça, c'était un pays absolument magnifique, mais en réalité, c'était un pays qui était correctement géré. C'était le président Dako à ce moment-là, on en parlera plus tard. Mais je fais voir au lecteur la vie, comment est-ce que la vie était vécue en République centrafricaine à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était un pays qui fonctionnait, il y avait de l'eau potable partout dans la ville de Bangui, il y avait de l'eau potable également dans les principales villes, Boar, Bangassou, Berberati, etc. Donc toutes les principales villes avaient de l'eau potable et un réseau d'adduction d'eau. Ça, c'est très important pour un pays et c'est à la base de la vie. Il y avait également de l'électricité, à Bangui évidemment, mais également dans certaines villes de province. Et puis l'agriculture se développait correctement, donc les gens avaient de la nourriture à profusion. On était un pays, un grenier en fait. Hein. Certaines provinces étaient véritablement un grenier. Donc nous avons à un certain moment atteint la presque autosuffisance alimentaire en matière de fruits et de légumes, mais également l'élevage. Il y avait un élevage absolument florissant. On aimait dire d'ailleurs qu'il y avait beaucoup plus de têtes de bovins en République centrafricaine que d'hommes, que d'êtres humains. Et donc nous exportions, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera un peu plus tard. Et je fais voir donc au lecteur comment j'ai grandi, j'ai passé ma petite enfance dans ce pays magnifique avec ses cinémas, parce que la culture, la culture fonctionnait bien. Je veux dire, il y avait des cinémas, il y avait des théâtres, il y avait de la musique, il y avait au niveau de la culture, il y avait des peintres également. Donc, je fais voir ça au lecteur et il y avait beaucoup de distractions. On avait une piscine, on avait un centre hippique, on avait tout un tas de choses. Et l'école, qui est la base de tout, l'enseignement fonctionnait très très bien. Donc, avec le lecteur, on parcourra mes salles de classe, hein, les salles de classe, comme elles étaient organisées à l'époque, c'est-à-dire avec des instituteurs véritablement formés pour ça, donc bien formatés et qui, eux, nous formaient également de la même manière, ce qui fait que nous sommes devenus des adultes, mais vraiment solides parce qu'on a eu l'éducation de base qui a été solide. Donc, il y avait également la santé qui est très important. On avait des hôpitaux, on avait des dispensaires un peu partout sur le territoire et les gens étaient soignés gratuitement à ce moment-là, gratuitement. Et même, il y avait des dentistes, donc le dentaire était également gratuit et tout ce qui était oculaire était également gratuit. Et il y avait également une distribution de médicaments gratuits pour les petits soucis de base comme le paludisme, etc. Donc voilà, je parle de ça. Et ensuite, je décris comment ce pays, à partir de là, s'est écroulé, la manière dont il s'est écroulé et de manière progressive jusqu'aujourd'hui. Et ensuite, je dis également comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions pour se relever de cette situation désastreuse dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est à peu près ça. Mon livre, évidemment, je finis avec la présentation de mon projet de société. Donc, en fait, c'est ça, globalement. D'accord, très bien. Alors, vous défendez le concept de la doctrine de la souveraineté assumée. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en français et en anglais? En anglais, vous avez des auditeurs qui parlent Nous anglais? avons des auditeurs, beaucoup d'auditeurs à travers les 4 continents, c'est-à-dire l'Amérique, oui. l'Afrique, l'Océanie et l'Eurasie qui nous écoutent. OK. Alors, je pars du principe que la RCA est un pays indépendant, membre de l'ONU, et que donc il doit assumer
c'est un pays qui doit assumer sa souveraineté. Or, la souveraineté s'assume sur le territoire, par un contrôle de son propre territoire. En RCA, on remarque qu'il y a une rétraction de l'État autour de la capitale, Bangui. C'est-à-dire, pour dire les choses plus directement, nous avons environ 90% de notre territoire aujourd'hui qui est occupé par des groupes armés. Et donc, il ne reste plus au pouvoir en place, à l'administration en place, que 10% du territoire à gérer, à gouverner. Et donc, je dis, donc, en partant de ce principe, j'affirme que nous devons assumer notre souveraineté d'abord par le contrôle du pouvoir. Et ce qui fait que la Renaissance, qui est également le nom de mon parti, la renaissance de la RCA doit passer par le fait que le nouveau Centrafrique est obligé de se doter d'un pouvoir fort si nous voulons sortir de cette situation-là. Et ensuite, il faudra également toutes les autres souverainetés, donc la souveraineté politique, la souveraineté économique, militaire, etc. Donc c'est ce principe-là, hein, de souveraineté assumée. D'accord, très bien. Alors, merci pour toutes ces précisions, Marie-Reine Hassen. Alors, j'aimerais demander votre avis sur cette citation, certainement que vous connaissez, de Pierre Beerbohm, qui dit ceci: les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Fin des citations. Madame Hassen? Alors, je crois savoir, je ne suis pas très sûre, vous me rattraperez, que Pierre Beerbohm, c'est un historien et un sociologue, hein, il me semble, et qu'il est contemporain. Et donc, en fait, sa citation est intéressante parce que lorsqu'il dit que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques, ça veut dire tout simplement que c'est la politique qui gère la vie des hommes, des êtres humains dans un pays donné. Et donc, par exemple, le fait de disposer de l'eau potable dans un pays donné dépend de la politique. C'est la vie des gens, l'avenir des gens, l'avenir des enfants, la manière dont on rend sa population heureuse ou malheureuse dépend de la manière dont nous faisons la politique. Donc, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, j'ai pris l'exemple de l'eau, mais j'ai pris l'exemple de la nourriture également. Lorsque nous avons une bonne politique agricole, je m'appuie sur l'exemple d'un pays comme la RCA, qui a tout ce qu'il faut pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, chose qu'on a presque atteint à un moment donné de la vie de ce pays-là. Donc, lorsqu'on a une bonne politique agricole, les gens mangent à leur faim. Il y a des fruits, des légumes à profusion, l'élevage marche correctement, etc. Donc, tout ça, c'est une question de politique. Donc, la politique gère la vie des gens. Et lorsque nous faisons une mauvaise politique de la santé, par exemple, hein, et c'est le cas en République centrafricaine, le système de santé est complètement détruit, eh bien, nous nous retrouvons avec des populations qui meurent de tout et de rien, qui meurent du paludisme, qui meurent de la fièvre jaune, qui meurent des maladies intestinales, enfin des vers intestinaux, etc., de la tuberculose, du sida, de tout, même d'une petite plaie qui se transforme facilement en gangrène parce qu'on n'a pas de système de santé pour pouvoir prendre ça en charge. Donc la vie des gens, la vie du monde dépend de la politique. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Bien, merci Madame Hassen. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission sur les points de vue de l'actualité internationale que nous allons analyser ensemble. Nous allons parler de l'élection présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis. On
aura aussi besoin de la précision quelques précisions de Jacques Roger en direct depuis les États-Unis. Donc, à propos de cette élection, nous allons parler de la désignation de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden. Nous allons parler de la gestion du COVID-19 à l'échelle centrafricaine et à l'échelle africaine. Nous allons parler du renouvellement de la classe politique en Afrique subsaharienne et nous allons voir votre regard sur la crise ivoirienne ainsi que la problématique de la dimension sectaire reposant sur le tribalisme. Alors, Madame Marie-Reine Hassen, je voudrais d'abord vous poser cette première question. Que pensez-vous donc de la désignation de Kamala Harris comme colistière du candidat démocrate Joe Biden? Alors, vous pouvez aussi, hein, c'est l'occasion de vous exprimer en anglais aussi, hein, en français. Merci. Bon, Kamala Harris, d'abord, c'est une femme d'origine jamaïcaine et indienne, dont les parents, elle est née aux États-Unis, bien sûr, mais ses parents sont des migrants et c'est une petite fille donc qui a eu la chance de pouvoir faire des études et qui est extrêmement intelligente, donc qui est devenue qui a monté les échelons jusqu'à devenir gouverneur d'un État tel que la Californie. Elle a été candidate, elle s'est portée candidate aux élections présidentielles à venir, mais elle a dû se désister. Bon, c'est au niveau des primaires. Oui, voilà, elle a dû se désister pour certaines raisons. Je pense que vous avez suivi également. Maintenant, Jacques Roger pourra nous donner des précisions sur ce désistement. Tout à fait. Mais je peux vous dire déjà, d'après ce qu'on sait, elle s'est désistée par manque en fait de soutien financier. Disons qu'elle n'avait pas pu rassembler. À un moment donné, ses finances se sont épuisées et elle n'a pas pu rassembler assez d'argent pour pouvoir continuer cette lutte électorale. Hein. C'était principalement ça. Autrement, c'est une femme extrêmement brillante. Et donc, c'est la première fois qu'une femme noire, enfin une femme de couleur, disons, aux États-Unis, c'est la première fois, si le duo gagne, la première fois qu'une femme donc deviendra vice-présidente des États-Unis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose évidemment d'extraordinaire pour toutes les femmes du monde, pour toutes les femmes noires, les femmes de couleur des États-Unis. Donc, est-ce que vous avez un message précis à lui envoyer en anglais? On pourra prendre cet extrait et pourquoi pas. I can say, Kamala Harris, I love you. I really love you. You're a great lady, and I've been following your struggle, your fight. And so I've been following you and I support you so much. And I can say, just go ahead and you're going to win. Voilà. Voilà ce que j'ai à lui dire et je trouve ça fantastique, extraordinaire. Et donc voilà. Donc il y a deux points en fait qu'il faut prendre en compte. C'est Joe Biden a choisi Kamala Harris comme colistière. Il a très bien fait parce que lui, évidemment, il perdait un peu son souffle du fait que bon, c'est un monsieur qui est un peu âgé, etc. Et là, il va bénéficier de la jeunesse de Kamala Harris, mais également, également du fait qu'elle va rassembler la communauté noire, évidemment, des États-Unis, afro-américaine, mais également les autres communautés, je pense indiennes, puisqu'elle est d'origine indienne, etc. Donc, toutes les communautés de couleur des États-Unis. Donc, ça va donner une énergie nouvelle à la campagne de Joe Biden. Donc, je pense que c'était un bon choix. Mais il y a également une autre, disons, c'est un couteau à deux tranchants. Hein. C'est un couteau à deux tranchants parce que des voix s'élèvent et également des voix des African Americans qui disent qu'elle n'a pas le même passé qu'eux, en fait. Elle n'a pas
cette descendance d'esclaves, en fait, de Noirs américains qui descendent des esclaves et tout. Oui, parce que, oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Elle a le sang, comme on dit, le sang noir, tout simplement. Elle a le sang voilà. noir. Hein. Son père est jamaïcain, donc oui, elle a le sang noir. Donc elle est métissée comme vous. Voilà. Et je l'ai vue tout à l'heure sur CNN, je l'ai regardée, et elle est très calme. Elle est très calme. Elle fait face à toutes les attaques de Trump et de son clan en ce moment. Ça va être de plus en plus fort, mais j'aime beaucoup son calme. Elle prend tout ça avec calme. Voilà. Très bien. J'espère que Jacques Rouget, depuis les États-Unis, pourra aussi nous apporter quelques informations sur cette candidature, donc, de cette nouvelle vice-présidente, candidate donc à les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Alors, Madame Marie-Reine Hassen, passons un peu à un autre sujet. Comment expliquez-vous le faible taux de victimes dans votre pays à l'échelle du continent, s'agissant de la COVID-19? Est-ce que vraiment vous confirmez qu'il y a un faible taux de victimes dans votre pays? Non, on ne peut pas dire qu'il y a un faible taux de victimes, puisque c'est un pays qui est faiblement peuplé. C'est un pays qui est énorme. Hein, faiblement peuplé, c'est quand même plus de 5 millions d'habitants, d'après les données que j'ai reçues. Je ne sais pas par quel miracle on pourrait arriver à 5 millions d'habitants. Parce que si on part à un moment donné, il y a quelques années, si on recule à l'époque du président Bozizé par exemple, nous étions à 3 millions et demi d'habitants. Alors voilà un pays qui est constamment en guerre, qui est constamment dans des crises et dans lequel on tue de manière constante. On reviendra sur encore plus en ce moment. Et en plus de ça, le système de santé, comme j'ai dit tout à l'heure, est complètement défectueux et complètement à terre. Donc, les personnes meurent de tout et de rien. Et en plus, quand les villages sont attaqués, par exemple, les femmes, même enceintes, sont obligées de s'enfuir et de se réfugier en brousse et accouchent en brousse. Donc, la mère, l'enfant meurt. Donc, il y a un taux de mortalité énorme. J'étais l'autre fois sur une émission de LCP, la chaîne parlementaire ici en France, où on parlait des enfants. Et dans ma recherche, je suis arrivée à un taux absolument effarant, à une information qui m'a absolument choquée et qui a choqué tout le monde. Mais c'est un chiffre de l'UNICEF. Parmi les enfants qui naissent en République centrafricaine entre 1 et 5 ans, 92% de ces enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Alors, dites-moi, avec tout ça, avec les balles qui sifflent partout, avec les maladies, avec la malnutrition, en fait, et la malnutrition est aiguë, nous allons en parler probablement tout à l'heure. Et comment voulez-vous qu'une population passe de 3,5 millions à 5 millions tout à coup? Donc, je peux vous dire, hein, ce sont des chiffres qui ont probablement été gonflés. Moi, j'ai été dans un gouvernement pour des besoins d'aide extérieure, etc. Mais on ne peut pas dire qu'en Centrafrique, aujourd'hui, nous sommes 5 millions d'habitants. Je n'y crois pas. D'accord, vous n'y croyez pas. Alors, Madame Marie-Reine Hassen, de nombreuses voix se lèvent en Afrique subsaharienne contre les candidatures d'hommes avec grand H, bien sûr, hommes politiques, qui s'éternisent, s'accrochent ou ne veulent pas quitter le pouvoir. J'aimerais avoir votre avis. Êtes-vous pour le renouvellement de la classe politique en Afrique subsaharienne? Alors, en fait, c'est une question très délicate que vous me posez là. Pourquoi délicate? Je vais vous dire franchement, hein, j'ai l'habitude en fait de ne pas d'avoir un langage assez direct. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Oui, mais il y a un exemple très simple. En Côte d'Ivoire, Jacques Rouget pourra nous apporter aussi des informations, plus d'informations sur ce pays, puisque c'est son pays d'origine. Certains se lèvent contre la candidature, par exemple, du président Henri Konan Bédié, parce qu'il a 86 ans aujourd'hui. Il est né de même pour le docteur Alassane Ouattara.
est-ce que la nouvelle génération doit arriver, autrement dit, de manière spontanée en politique? Je pense que de toute manière, on a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Et lorsque vous annoncez 86 ans pour le président Bédier, et M. Ouattara, 78 ans? Et M. Ouattara, 78 ans. Il est vrai que le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir à 80 ans et qu'il a fait un travail fantastique au Sénégal, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à cet âge-là avec toute l'énergie. Nous avons aussi des exemples des États-Unis. Tout à l'heure, vous venez de parler de Joe Biden. Et Joe Biden qui est toujours là, oui. Et Jacques Auger pourra nous dire, je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a plus de 75 ans. Nous avons aussi beaucoup de présidents en Afrique et puis dans le monde, qui ont, au Cameroun par exemple, Paul Biya. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que de toute façon, indéniablement, nous avons besoin d'un renouvellement de la classe politique parce que lorsque vous avez des chefs d'État qui ont fait 2 mandats et qui ne respectent pas la Constitution, parce qu'il y a le respect de la Constitution qui est très important dans tout ça, et qui ne respectent pas la Constitution, qui la modifient pour pouvoir proroger leur mandat alors qu'ils sont âgés et fatigués, je pense que pour le bien du pays, quand on veut le bien du pays, on veut le bien de son peuple, on est obligé il faut se retirer, surtout que l'on sait que ces chefs d'État, en général, ne repartent pas pauvres de la présidence. Donc, ils ont un coussin financier extrêmement important pour pouvoir continuer à vivre le reste de leur vie. Donc oui, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Et pour certains pays comme le mien et peut-être d'autres, il ne s'agit pas de dire de manière aveugle, il faut que les jeunes viennent au pouvoir. Non, c'est pas du tout, il ne s'agit pas de dire ça parce que pour pouvoir diriger un pays, diriger n'importe quel organe de l'État, il faut non seulement avoir fait quand même un minimum d'études, et je dis ça par rapport à mon pays, et certainement pour d'autres, il faut avoir fait un minimum d'études et il faut avoir de l'expérience et une certaine compétence et des qualités. Il faut un peu tout ça pour faire un dirigeant. Qu'est-ce que vous entendez par qualité? Ben, les qualités, la qualité de quelqu'un qui prétend diriger un pays ou diriger un ministère, c'est par exemple lorsque on prétend diriger un ministère, il faut savoir qu'il faut avoir des qualités managériales. Il faut avoir l'expertise. Il faut avoir l'expertise, les qualités parce qu'il faut aussi des qualités d'un manager. Et en ressources humaines également, être ministre, c'est pouvoir gérer les ressources humaines. Et parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont là. Et donc, il faut cette qualité-là de pouvoir faire des ressources humaines pour pouvoir être un bon ministre et un bon manager. Donc, un président, évidemment, on multiplie ça par X, puisque c'est la personne dont dépend tout un pays et toute la vie d'une nation. Donc, voilà, c'est très important. D'accord. Alors, justement, depuis la déclaration de la 3e candidature du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est secouée par des manifestations. On parle de plus de 4 morts. Quel est votre regard sur cette crise qui est en train de commencer encore en Côte d'Ivoire? Bon, mais je n'aurais pas grand-chose à dire sur cette crise-là parce que on est au pouvoir, en fait. Quand on est un chef d'État, on est là pour le peuple. Et souvent, dans nos pays d'Afrique, on a tendance à oublier qu'on est là pour le peuple. Alors, lorsque le peuple vous signifie qu'il ne veut plus de vous pour une raison ou une autre, on doit prendre ça en considération. Donc là, il s'agit d'une prorogation de mandat alors qu'il était question que M. Ouattara se retire et présente aux élections un de ses
Le défunt Premier ministre, oui, qui est décédé. Oui, le défunt Premier ministre, mais il n'y a pas que lui. La Côte d'Ivoire est un grand pays et grand également du point de vue des hommes et des femmes qui le composent, qui ont il y a de nombreuses personnes qui ont un très haut niveau de formation, qui ont beaucoup d'expérience dans les organisations internationales ou à l'intérieur. Il y a des hommes et des femmes très fortes en Côte d'Ivoire. Donc, si l'ancien Premier ministre qui a été désigné comme successeur, comme successeur non, pour se présenter, voilà, comme candidat, s'il est décédé, malheureusement, paix à son âme, il doit avoir certainement dans l'entourage de M. Ouattara d'autres personnes capables de prendre la relève, capables d'être désignées comme candidat pour lui succéder. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait faisable. Et si le peuple se lève aujourd'hui et dit on n'en peut plus, c'est terminé, je pense qu'il faut quand même accorder une oreille attentive à ce qui se passe. Et c'est dommage, je pense que des jeunes ou des personnes dans la population meurent parce qu'on leur a tiré dessus, parce que tout simplement, ils veulent que leur pays puisse continuer à fonctionner démocratiquement. C'est leur droit, voilà, et c'est dommage qu'ils en meurent. Vous n'avez pas peur que ce pays se retrouve encore dans un chaos généralisé comme il y a 10 ans, 11 ans? Évidemment. À cause d'une simple élection présidentielle? Absolument, absolument. Et c'est ce qui arrive à force d'entêtement. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, ça c'est arrivé dans d'autres pays. Lorsqu'on s'entête à vouloir rester au pouvoir alors qu'on sait que c'est quelque chose que le peuple vomit, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas insister parce qu'après, c'est au détriment de la population, mais au détriment du pays. On se retrouve en face d'une situation, comme vous avez dit, qu'on a connue il y a quelques années, qui est faite de destruction, de sang, et donc voilà, ça fait peur également. Donc la Centrafrique qui connaît des situations, qui a connu des situations semblables, évidemment, nous observons ça avec beaucoup de crainte. Voilà. Alors, si on vous demandait, sans prétention bien sûr, hein, de donner quelques conseils à vos collègues de la classe politique ivoirienne, que diriez-vous à cette classe politique en tant que femme africaine même, hein? Alors, vous parlez bien de la classe Côte d'Ivoire, la classe politique, ouais, toute la classe politique ivoirienne. Eh bien, je vais leur demander justement d'être raisonnables, mais ce n'est pas à eux d'être raisonnables, puisque eux, comme la population, doivent certainement subir, puisqu'on parle… Mais tout dépend d'eux. Tout dépend de ceux, oui, de cette classe politique qui est au pouvoir actuellement. Hein. Oui, donc les hommes politiques. Il y a également l'opposition, mais il y a… Y compris l'opposition, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et dans l'opposition. Moi, ce que je dirais, c'est un peu… Mais évidemment, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas exactement la même qu'en Centrafrique, même si ça a été similaire dans beaucoup de périodes. Hein. Ça a été vraiment similaire. On reviendra sur la situation de la République centrafricaine. Voilà, non, mais je dis, donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de trouver en fait un terrain d'entente, évidemment, c'est tout ce qu'on peut dire. Trouver un terrain d'entente en organisant… je ne sais plus, docteur Mouketou, si la Côte d'Ivoire a tenu une conférence nationale souveraine. Lorsqu'il y a d'énormes problèmes insurmontables, comme dans mon pays, la République centrafricaine, où souvent on dit bon, il faut une concertation nationale, il faut un dialogue. Alors, nous, on en a fait, hein, des concertations nationales, des dialogues. Peut-être c'est une réconciliation nationale. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller au fond des problèmes. Parce que si on se retrouve dans des situations explosives, comme celle qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, c'est que les problèmes, à la base, au fond,
les problèmes aux racines n'ont pas été réglés. Donc, et ça remonte à ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, on n'a pas vraiment réglé ce problème-là. Et alors, on se dit, mais réglons ce problème une fois pour toutes. Donc, allons à la racine de ce qui ne va pas et aplanissons les choses une fois pour toutes pour avoir une paix pérenne, une paix définitive. Parce qu'autrement, c'est un cercle vicieux et ça ne fait que reprendre et flamber. Et après, c'est juste le calme, hein. Ce n'est pas la paix, c'est un calme. Et ça flambe ensuite parce que ce problème n'a pas été réglé. Alors, si en Côte d'Ivoire, la classe politique mène la réflexion dans ce sens-là et se dit, voilà, constate qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes à la racine et que c'est pour ça que ça reprend à chaque fois, à ce moment-là, mettons-nous ensemble, parlons et demandons-nous qu'est-ce qui ne va pas chez nous dans notre pays. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, les flammes reprennent et les morts, et là on vient d'avoir quelques morts en Côte d'Ivoire, et se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas et comment le régler, et tous ensemble, et trouver des solutions définitives. D'accord, bien. Merci, Madame Marie-Graine Hassen, pour tous ces conseils destinés donc à la classe politique ivoirienne. Alors, Madame Marie-Graine Hassen, je voudrais avoir votre réaction sur la problématique suivante. La dimension sectaire reposant sur le tribalisme. Ah, voilà, le tribalisme, hein, ça existe beaucoup en Afrique, à l'instar des cabinets présidentiels ou ministériels uniquement majoritaires qui sont composés des membres de leur ethnie au lieu de recruter sur la base de leurs compétences. Votre réaction? Est-ce que ça existe déjà chez vous? Bien entendu, ça existe chez nous. Et vous voyez, la République centrafricaine, dans sa genèse, nous n'avions pas de gestion du pouvoir tribaliste, c'est-à-dire avec Dacoin et Bokassa. Il n'y a pas eu cette gestion tribaliste. Mais à un moment donné, nous avons eu des chefs d'État qui ont commencé à gérer le pays de manière tribaliste, c'est-à-dire à écarter toutes les autres ethnies et à favoriser uniquement la leur dans tous les organes de l'État. C'est courant en Afrique. Hein. Et malheureusement, c'est courant en Afrique. Et ça pose problème parce qu'on préfère mettre dans un poste régalien, hein, dans un ministère régalien, on va préférer nommer quelqu'un de votre tribu, de votre clan même, mais qui n'a pas du tout les compétences et qui n'a pas du tout les qualités pour gérer ce ministère-là. Et on se retrouve avec un ministère qui est bloqué et qui ne fonctionne pas. Moi, je connais même des ministres qui ne prennent même pas la peine de venir au travail parce que, bon, ils sont probablement l'oncle ou le neveu ou quelqu'un du clan présidentiel. Ils ne sont pas du tout qualifiés pour ça, donc ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils préfèrent rester chez eux et profiter de leur prébende et de leur salaire et de leurs avantages. Et du coup, ça coule un pays. Donc, chez moi, en République centrafricaine, ce problème a commencé depuis des années, depuis peut-être trois décennies. Et donc, voilà, donc le tribalisme est là et ça détruit nos pays. Bien, le tribalisme est là et ce tribalisme participe donc, comme vous le dites, à la destruction des pays africains. Alors, merci Madame Marie-Graine Hassen. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, donc sur votre pays. Nous allons faire donc le bilan de 60 ans d'indépendance de votre pays, donc où en est donc la République centrafricaine depuis le 13 août 1960 jusqu'à ce jour. Alors, chères auditrices et auditeurs, en décembre 1959, le général de Gaulle déclare que l'indépendance réelle, totale, n'appartient en réalité à personne. N'appartient en réalité donc à personne. Il n'y a pas de politique possible sans réelle, donc sans coopération.
il n'y a pas si grand et si puissant qu'il puisse se passer des autres. Fin de citation. Donc, c'est dans ce contexte, chers auditrices et auditeurs, qu'il consentit à octroyer l'indépendance aux États d'Afrique noire d'expression particulièrement, donc l'expression française, particulièrement la République centrafricaine, le 13 août 1960. Alors, s'agissant de la République centrafricaine, notons tout simplement que, à cheval sur l'équateur, avec une population d'environ, Madame Marie-Reine Hassen remet en cause ce chiffre que nous avons obtenu dans nos recherches de plus de 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 49,3% de la population masculine et 50,7% de la population féminine. La République centrafricaine est donc un État de l'Afrique centrale de 623 000 km². J'espère que ce chiffre ne sera pas remis en cause par Madame Marie-Reine Hassen. Voilà, donc c'est une république, c'est un pays qui est couvert essentiellement par les savanes, la forêt équatoriale et qui dispose également de nombreuses ressources naturelles à l'instar des diamants, de l'or, de l'uranium et du pétrole. Ce pays pratique, chères auditrices et auditeurs, une économie de rente très marquée par les paradigmes de la politique de la mondialisation des marchés et qui, cependant, laisse peu de place à l'entrepreneuriat national. Cette situation empêche l'émergence d'un véritable secteur privé ou parapublic national dynamique capable d'assurer une compétitivité sous-régionale, continentale ou mondiale. Globalement, entre le 13 août 1960 et jusqu'à ce jour, la République centrafricaine a connu plusieurs crises sans pouvoir toujours relever les différents défis. Autrement dit, nous assistons, vous me permettez, Madame Marie-Reine Hassen, aujourd'hui à une faillite quasi généralisée de votre pays. Alors, sur ce problème, nous allons nous poser quelques questions. Quel bilan peut-on faire après 60 ans d'indépendance de la République centrafricaine? Ce temps a-t-il permis aux Centrafricains d'amorcer un début de développement probant ou celui-ci est bridé par des intérêts politiques, économiques, industriels, personnels ou stratégiques des lobbies, des rebelles, des bandits, des brigands ou de la mafia? Comment sortir de l'impasse politique en République centrafricaine? Alors, pour vérifier nos interrogations, chères auditrices et auditeurs, nous allons analyser sous forme des questions que Jacques Roger et moi allons poser donc à notre invitée, Madame Hassen. Là, nous allons parler aussi donc de la politique d'aménagement du territoire à travers le niveau d'équipement des infrastructures de base. Nous allons parler aussi de l'administration publique, de l'impasse politique, des élections et du territoire. Et nous allons terminer notre émission sur la problématique des perspectives, hein, voilà, des perspectives, pourquoi pas de l'administration aussi publique et du développement de l'administration publique, si vous voulez aussi, et de l'éducation. Voilà donc ce que nous allons explorer dans cette dernière partie avec notre invité. Mais avant le développement questionnaire, Madame Hassen, en quelques mots, pourriez-vous nous résumer le bilan de 60 ans d'indépendance de votre pays, la République centrafricaine? C'est compliqué à résumer en quelques mots, mais bon, on va essayer. Je vais vous donner juste quelques chiffres, hein, parce que les chiffres sont très parlants. Aujourd'hui, nous avons, moi je dirais, d'après mes analyses, 90% du territoire centrafricain qui est occupé par des groupes armés. On dit 80 à 85, hein, d'habitude, dans les chiffres que vous voyez. Mais voilà, moi j'ai 80 à 90%. Ça, c'est 80 à 85%. Ça, c'est le chiffre qu'on dit de manière générale dans tous les médias. Mais en réalité, je pense que nous sommes arrivés à 90% d'occupation du territoire par les groupes armés. Pourquoi? Parce que les groupes armés n'arrêtent pas de se multiplier. Nous n'avons rien fait pour stopper la multiplication de ces groupes armés. Donc, ils sont là sur tout le territoire. Bon.
Et il faut savoir que à l'époque de Bozizé, donc Bozizé est arrivé au pouvoir en 2000. François Bozizé, il fut président, oui. Le président François Bozizé, 60% du territoire avait déjà basculé aux mains des groupes armés, 60%. Et à ce moment-là, on aurait pu faire ce qu'il faut pour arrêter cette prolifération des groupes armés. On savait ce qu'il fallait faire, mais ça n'a pas été fait. Donc, on les a laissés, on les a nourris en plus. Hein. Donc, aujourd'hui, on a 90%. Donc, ce pays, on peut dire aujourd'hui, en résumé, que c'est un État fantôme. C'était déjà un État fantôme dans les années 2005, 2006. C'était déjà devenu un État fantôme. Donc, ça veut dire que les services de l'État ne fonctionnent pas, en tout cas pas du tout sur les territoires, sur le territoire. Ça veut dire que les services de santé sont inexistants, pratiquement, et que les services de l'éducation sont sans moyens. Voilà. Donc, de manière globale, donc, il n'y a plus d'eau potable, d'adduction d'eau à Bangui, hein, d'eau potable dans la capitale. Et le reste du pays, vous pouvez vous imaginer, etc., etc. Je peux vous parler de malnutrition également, mais allons-y, peut-être vous avez des questions plus précises après. Voilà, j'ai des questions plus précises justement à vous poser, Madame Hassen. Justement, en matière comment dirais-je, de politique d'aménagement territorial, observe-t-on une meilleure répartition des hommes et des activités sur le territoire centrafricain? Autrement dit, votre pays, la République centrafricaine, a-t-elle une véritable politique de planification qui permette de développer une urbanisation rationnelle en matière, par exemple, de logement, de circulation urbaine, afin de satisfaire ce que vous étiez en train de dire, les besoins essentiels des populations? Mais déjà, il faut savoir que ces territoires occupés, quand les personnes, les individus sont attaqués dans les villages, dans les agglomérations, ils sont obligés de s'enfuir. Et ceux qui peuvent arriver en ville, à Bangui, donc arrivent à Bangui. Ce qui fait que la capitale, aujourd'hui, contient une population absolument énorme et beaucoup plus de population que ce que son urbanisation à la base aurait permis de contenir. Donc, c'est ce qui arrive en général, c'est qu'il y a des quartiers périphériques qui se mettent en place en désordre, c'est qu'il y a on met des, comment on dit en français, des shacks un peu partout, et donc tout ça dans l'insalubrité totale. Voilà, donc déjà ça, et ensuite pour revenir à l'urbanisation, vous savez que quand on construit une ville, n'importe laquelle, hein, c'est ce qui s'est passé à Bangui à l'époque coloniale, lorsque Bangui a commencé à être construit. Lorsqu'on construit une ville, on fait une planification. On planifie tout ce qu'il y a, comme par exemple, si c'est une zone qui n'est pas saine, on planifie l'assainissement, l'adduction d'eau, le système d'adduction d'eau, on planifie à l'avance l'électricité. Vous l'avez fait quand vous étiez, puisque j'ai vérifié en relisant votre présentation, vous avez été ministre au plan, chargé du plan. J'ai été ministre déléguée à la coopération internationale, voilà, mais qui se trouve au sein du ministère de l'économie et du plan. Donc oui, j'étais au sein de ce ministère-là. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez réalisé? Non, je ne me suis pas particulièrement occupée de cette partie des choses. Mais au niveau de la gestion gouvernementale, de manière globale, ce plan… au niveau du Conseil des ministres, vous voulez dire du gouvernement? Oui, oui. Non, mais chaque ministre s'occupe de son domaine, et quand il y a des discussions de prise de décision par rapport au pays et à l'intérêt général, oui, mais est-ce qu'il y a eu, c'est le sens de ma question, est-ce qu'il y a eu, quand vous étiez dans ce ministère, une politique de planification, voilà, donc est-ce que cette politique a été exécutée quand vous étiez au gouvernement?
des politiques de planification, bien entendu, nous en avons eu dans ce pays-là depuis toujours. Et des dossiers existent au ministère du Plan, donc de l'économie et de la coopération internationale dans lequel j'étais. Bien sûr, ça existe, mais compte tenu du chaos que ce pays a connu, des soubresauts tellement réguliers, des petites guerres, des coups d'État. D'accord, on reviendra. Donc, si je comprends, c'est que dans vos réponses, vous n'avez pas en fait de véritable politique de planification aujourd'hui qui permet, par exemple, de développer une urbanisation rationnelle. Hein, voyez, au niveau de construction, par exemple, de logements, de la circulation urbaine, et cela permet donc à satisfaire les besoins essentiels des Centrafricains. Résumons les choses. Aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, la ville de Bangui déjà, et quand on décrit Bangui, vous pouvez vous imaginer la province. À Bangui, aujourd'hui, en saison sèche, les routes toutes les avenues sont des avenues poussières, alors qu'à l'époque, il y avait le centre-ville était bitumé. Mais partout, les routes ne sont pas bitumées. Il y a des ornières et souvent, je dis de manière humoristique, hein, je dis, ce sont plus des nids de poules, ce sont des nids de ces gros oiseaux là. C'est plus des nids de poules, tellement c'est énorme. Et en saison des pluies, c'est des inondations partout. Ce sont des flaques énormes. Et voilà, dans toute la ville. Du coup, pour résumer, il n'y a pas de route digne de ce nom, sauf peut-être une avenue qui a été bitumée de manière superficielle, mais dès qu'il se met à pleuvoir, tout s'en va. Et quant à la construction, les constructions, vous savez, je vais vous dire, le sujet est assez vaste, hein, ce sujet que vous avez abordé, mais en matière de construction, vous savez, la ville de Bangui, le centre-ville, avait des bâtiments construits à l'époque coloniale selon certaines normes, avec tout ce qui était prévu, donc adduction d'eau, électricité, etc., les caniveaux, les routes, les allées, tout était bien fait. Aujourd'hui, il y a une occupation de toute cette zone-là, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de ce que je peux appeler le patrimoine national, qui est cette ville qui aurait dû être préservée telle qu'elle. On ne se rend pas compte que c'est un trésor de la République, mais toutes ces maisons, tous ces bâtiments sont revendus sauvagement, sont cassés et sont rebâtis avec des matériaux chinois, des matériaux de troisième catégorie. Et donc, c'est une catastrophe. Et il n'y a pas de plan de il n'y a pas une véritable politique de planification. Non. De nouveaux quartiers, il n'y en a pas. Et le désenclavement des agglomérations urbaines, est-ce que l'accès à certaines d'entre elles est-il rendu possible grâce, par exemple, au tracé laissé par l'administration coloniale et les deux premiers présidents de la République centrafricaine? Autrement dit, je voudrais vous demander, qu'en est-il de leur entretien, de la mise en œuvre de nouveaux projets, par exemple, tels que la connexion de la ville de Bangui avec le réseau routier national? Parlons de la connexion donc, de Bangui avec le réseau routier national, c'est-à-dire celle qui mène à Bangassou, donc à l'est, cette route qui mène à Boire à l'ouest, la route qui mène au nord, etc. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons eu un héritage de ces routes qui étaient de bonnes routes. Un héritage colonial ou bien des deux anciens présidents? Déjà, il y a eu l'héritage colonial qui a été transmis au premier président David Dacko, et puis ensuite, il y a eu Bokassa. Donc, jusque-là, ce réseau a été bien entretenu. Je le dis d'ailleurs un peu dans mon livre, je raconte comment nous partions, j'avais des grands-parents à Bangassou, comment nous arrivions à Bangassou
en une seule journée, en 3/4 de journée, en partant à 9h30 du matin, on arrivait avant qu'il fasse nuit. Aujourd'hui, docteur Mouketou, vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de temps il faut pour arriver à Bangassou, et l'état des routes est absolument catastrophique, désastreux. C'est à combien de kilomètres de Bangui? On m'a dit 10 jours. C'est à combien de kilomètres de Bangui? Écoutez, je suppose que c'est dans les... Je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Hein. Bangui, Bangassou, je n'ai... D'accord. Vous n'avez pas de chiffres précis? Non, je n'ai pas de chiffres. Je sais qu'aujourd'hui, on y arrive en 10 jours. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. 10 jours. Et il y a l'état des routes est absolument catastrophique. Voilà. D'accord. Alors, et à propos de l'aménagement du territoire, je voudrais rajouter quelque chose parce que nous allons nous éloigner sur d'autres sujets. Je voudrais souligner également, de manière globale, le non-respect de certains textes en ce qui concerne l'urbanisation. Prenons l'exemple de Bangui, la capitale. Bangui se trouve entre une colline et le fleuve. Et cette colline était une colline très verte, avec des grands arbres, des lianes, des animaux, etc. C'était la forêt, parce qu'à l'époque, c'était la forêt. Hein, Bangui. Aujourd'hui, de manière sauvage, les tenants, et je ne parle pas de ce pouvoir spécialement, hein, il ne faut pas qu'ils se sentent désignés spécialement, c'est quelque chose qui a commencé depuis 30 ans. Tous les pouvoirs qui se suivent ont fait la même chose, c'est-à-dire les tenants du pouvoir se sont accaparés de terrain sur ces collines, ont déboisé sauvagement et ont mis des constructions. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous n'avons plus les grands arbres pour maintenir ces collines-là. Nous n'avons plus les animaux, mais ça fait longtemps. Mais là, le désastre, c'est qu'à la moindre pluie, tout s'écroule. Donc, il y a des inondations. En ce moment, on est en saison des pluies. C'est la catastrophe au niveau de Bangui parce que, ben voilà, il y a des descentes d'eau, il y a des glissements de terrain, etc. Alors que la loi interdit de construire sur ces collines. Mais on le fait quand même. Donc ça, c'est juste un exemple de désordre dans la gestion de l'urbanisation. D'accord, bien, merci Madame Hassen. Alors, justement, quelles sont les causes de ce retard que vous venez donc d'évoquer? Confirmez-vous qu'elles font allusion à la désaffection, comment dirais-je, des régimes des présidents Ange Félix Patassé entre 1993 et 2003, de François Bozizé entre... je crois, François Bozizé, c'était en quelle année? François Bozizé, c'est 2003 2011. Non, François Bozizé 2013. 2013, je pense, oui. C'est ça. Voilà, et ensuite, il y a eu Michel Djotodia de 2013 à 2014. Oui. Vous avez eu aussi des présidents intérimaires, Alexandre Ferdinand Ndé et Madame Catherine Samba Panza de 2014 à 2016, et le président actuel, Monsieur Faustin Archange Touadéra. Vous voyez, donc au pouvoir depuis 2016. Alors, je voudrais reprendre ma question en fait. Quels sont les retards, quelles sont les causes de ce retard que vous venez donc d'évoquer? On peut dire en résumé que les malheurs de la RCA, ce sont ses présidents. Ce sont ses présidents. Donc, vous confirmez que ce sont ces présidents? Oui. Et ça fait allusion à la désaffection donc, des régimes des présidents que je viens de citer. Exact. C'est une désaffection totale, c'est une incompétence totale, c'est un relâchement, c'est tout ce qu'on veut. Mais ce pays n'a pas, à partir d'un moment donné, je pense que ça a commencé à s'écrouler à peu près il y a 30 ans. Hein. Donc, on va faire une genèse rapide parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Vous l'avez dit, mais je vais rajouter un peu. C'est que on a un phénomène qui est là depuis une trentaine d'années, c'est la privatisation de l'État et de ses ressources
par certains chefs d'État. Je ne dis pas tous, hein, mais certains chefs d'État. Donc, si on commence par Boganda, lui n'a pas géré le pays, puisque, bon, on va y arriver après. Mais ce phénomène-là, c'est qu'en Centrafrique, le pouvoir est devenu complètement personnel et entretenu dans cette forme personnelle. Et en fait, il n'y a pas de séparation absolue entre le patrimoine personnel des individus et le trésor public. Le trésor public est devenu le patrimoine des tenants du pouvoir. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été comme ça depuis 30 ans. Et il n'y a aucune institution indépendante et intègre pour mettre à jour la fraude et sanctionner les coupables. Voilà. Donc l'État, c'est comme un fromage qu'on se partage. Voilà. Et puis, la conduite des affaires de l'État, c'est une affaire, c'est un business lucratif pour chacun d'eux. Bon, et à commencer par Bokassa, etc. Donc, très rapidement, Barthélemy Boganda, lui, disons, le père de la nation, celui qui s'est battu pour notre indépendance, il n'a pas pu gérer le pays puisqu'il y a eu cet accident d'avion dont vous avez entendu parler et il a été remplacé par David Dacko. Donc David Dacko, qui était ministre de l'Intérieur avec Barthélemy Boganda, et il est élu président de la République donc en 1960. Non, en 1960, le pays accède à l'indépendance et ensuite il est élu. Voilà. Et c'est le premier président, David Dacko. Il conduit, il faut admettre que cet homme a conduit les affaires de l'État de manière responsable. C'est-à-dire qu'il a établi le suffrage universel, il s'est concentré sur le développement de l'industrie et les salaires étaient versés régulièrement et les bourses et les pensions de retraite. Et puis, il a développé l'élevage et surtout l'agriculture. En fait, l'agriculture et l'élevage, c'était vraiment son dada et il les a développés. Ensuite, malheureusement, on a eu un coup d'État pour certaines raisons. Si on reste sur ces raisons, ça va nous prendre trop de temps, donc je saute. Mais vous devez connaître les raisons. Donc, coup d'État, et c'est Jean Bédel Bokassa qui arrive. Jean Bédel Bokassa, il renverse donc son cousin David Dacko, mais il met en place une politique très répressive. Et donc, je dis ça rapidement pour qu'on voit comment est-ce que notre pays a dégringolé depuis, hein, progressivement. Donc, sa politique est très répressive, son régime dictatorial est absolument catastrophique et ça dure 14 ans. 14 ans. Et pendant ces 14 ans, la plupart des têtes de l'armée, parce que nous avions une armée très forte, avec des officiers formés dans les écoles militaires, etc., donc ces têtes sont liquidées. Et une génération d'intellectuels également est décimée, parce que c'est toujours cette peur du coup d'État. Il s'est comporté comme un nazi, hein. C'est presque le régime nazi. C'est à peu près ça, voilà. Et puis, bon, lorsqu'il se fait couronner empereur, donc en 79, il a déjà une énorme fortune, hein. Et puis, mais la population, et c'est là où on arrive, la population se retrouve totalement abrutie par un régime qui est absolument délirant, brutal et délirant. Donc, finalement, son régime s'écroule en 79. Bon, il a repris. Est-ce qu'il a participé quand même, il a posé des actes allant dans le sens Justement, on y arrive. Oui. On y arrive, parce que comme vous savez, dans tout ce que je dis, je reste toujours objective, hein, très objective. Et donc, il a, par contre, alors que c'est quelqu'un qui a fait seulement l'école, qui n'a même pas dépassé le niveau de l'école primaire, hein, comme on dit, ça a été un troufion, mais il a évolué très rapidement, hein, sur le plan intellectuel parce que c'était quelqu'un de très intelligent. Il a évolué également sur le plan politique et finalement, c'était un bâtisseur, c'était un visionnaire et c'était un leader. Voilà. Et donc, on peut citer de nombreuses réalisations. Lui a réalisé. Justement, qu'est-ce qu'il a réalisé? L'école normale supérieure, c'est lui qui l'a réalisé, qui l'a construit.
L'aéroport de Bangui Mpoko, c'est lui qui l'a construit. L'avenue des Martyrs, il l'a construite. Le Safari Hotel, ce bel hôtel perché sur des rochers à Bangui, au bord du fleuve, c'est lui qui l'a construit. L'Ubangui Hotel, c'est également lui. L'hôtel du centre, l'hôtel d'Avakaba. Avakaba, c'est dans le nord, c'est dans des sites touristiques. Le stade Omnisport, c'est lui qui l'a construit. Les 200 villas, les 36 villas, etc. L'université, vous qui êtes un professeur, donc il a construit l'université qui était capable d'accueillir 1500 étudiants. Donc si je comprends, c'était un dictateur éclairé. Vous me permettez l'expression? On peut dire ça, puisque puisqu'il a réalisé, il a eu des réalisations, il a construit, il avait le rêve, en fait, de transformer son pays et de rendre la population heureuse. Voilà. D'accord. Et après ces dictateurs, vous me permettez donc... Donc, je finis en disant que la santé, c'est important, était accessible pour tous. Et l'éducation était obligatoire pour tous, pour les garçons, les filles, obligatoire pour tous, avec des bourses d'études. Voilà. Donc, mais malheureusement, bon, ça a basculé. Voilà. C'est-à-dire, ça a basculé, c'est-à-dire, il y a eu un coup d'État encore? Il y a eu... Kolimba arrive au pouvoir? Alors, il faut préciser, puisque vous avez parlé du développement, de la voie du développement, nous sommes à ce moment-là arrivés, mais réellement sur la voie du développement. Sur la voie du développement. Mais on a fini par plonger dans la tragédie parce que il y a eu un autre coup d'État pour certaines raisons. On ne va pas revenir dessus, ça serait trop long. Et voilà David Dacko qui revient, donc ramené par la France. Et à ce moment-là, Dacko se remet à faire son travail qu'il faisait avant, c'est-à-dire il s'est remis à développer l'élevage. On avait des industries, hein, on n'a pas le temps d'en parler, mais les jeunes gagneraient à savoir tout ce qu'on avait comme industrie à ce moment-là. C'était un pays florissant. Voilà. Donc, Dacko arrive, l'élevage est florissant, les grilles salariales sont rehaussées, les gens sont heureux, les engagements financiers de l'État sont tenus. Bon, voilà, il y a des efforts qui sont faits pour la relance de l'économie, de la consommation, etc. Donc, tout commence à aller, mais il y a des grèves et des attentats qui commencent. En fait, il y a de l'agitation. On ne va pas non plus aller dans les détails, mais il y a beaucoup d'agitation. Et c'est là qu'on commence à voir Patassé pointer le bout de son nez. Mais André Kolimba arrive. Et on dit que c'est un coup d'État, en fait. André Dacko n'en pouvait plus parce qu'il était un peu malade déjà et il avait toute cette agitation. Donc, il a préféré remettre le pouvoir à Kolimba. Le pouvoir a été remis. On en parle dans les écrits en parlant de coup d'État, mais en fait, ce n'était pas vraiment un coup d'État. Ça a été remis à Kolimba. Et là chef d'état-major de l'armée, donc chargé de rétablir l'ordre, mais donc il reste au pouvoir. D'accord, rapidement, oui. Oui, rapidement. Il s'était agi de remettre le pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Mais lui ne construit rien, hein, Kolimba. Il ne construit rien et il n'entretient pas ce qui a été construit. Voilà. Et c'est un régime, et c'est là qu'on devient tribaliste. Et je le dis de manière objective parce que moi-même, je suis à coma. Et il est à coma. Mais c'est devenu tribaliste à ce moment-là. Il est à coma partout, etc. Donc, vous voulez dire que vous faites partie de la famille du défunt président Kolimba? Non. David Dacko? Bon, David Dacko, mon père, a travaillé pour lui. Vous savez qu'à l'époque, c'était des administrateurs de la France d'outre-mer qui géraient le pays parce que Dacko était un instituteur. Votre père français, c'est bien ça? Mon père était de nationalité française et a été formé par l'École nationale d'administration, l'ENFOM. Et c'est des personnes comme lui, comme Jacques Serre, comme André Bacard qui ont géré. Voilà, justement, Madame Marie-Reine Hassen, on va essayer d'avancer. On arrive à Patassé. Oui, on arrive à Patassé. Et ensuite,
Donc, pâtassier de Twito, c'est bien ça? Oui, disons ça globalement.